les gens détestent les pétroliers depuis toujours. C'est vrai. Donc, c'est le symbole du capitalisme, de la réussite des gens. Et donc, les gens détestent les pétroliers. Puis on s'est aperçu qu'en fait, il y en a partout. Vous savez, du gaz naturel, il n'y a pas qu'en Russie qu'il y a du gaz naturel. Hein. Il y a du gaz naturel dans tous les continents. Même Israël devient un producteur et un exportateur de gaz. Il ne faut pas demander. Et c'est pas demain qu'il y aura un pic de pétrole. Il est parvenu à vendre l'idée à tout le monde. Et donc c'était la mode, quoi. Tout le monde écoutait Rifkin et il est devenu très très riche grâce à ça, en vendant du rêve. Hein. C'est pour ça que je crois que je l'ai écrit, mais je ne sais pas si je l'ai écrit, mais je vais quand même le dire. C'est un charlatan. Les vrais écologistes n'aiment pas l'hydrogène. Et donc, si un jour on arrivait à 100% d'électricité verte, les écolos disent on pourrait envisager l'hydrogène. Mais en attendant, ça n'a pas de sens. L'hydrogène va cannibaliser l'électricité verte. Bonjour à toute la communauté, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Mathieu de la chaîne Libre et Riche et aujourd'hui je suis accompagné d'un invité spécial, monsieur Samuel Furfari, qui a écrit un livre extrêmement intéressant. Et donc ça va être l'occasion de pouvoir rebondir et discuter de ce livre qui traite donc de l'hydrogène, intitulé L'utopie hydrogène. Bonjour monsieur Samuel Furfari. Bonjour Monsieur Faraco et bonjour à toute la communauté qui est là pour nous écouter. Alors, ce que je vous propose, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, c'est de vous présenter et ensuite on rebondira sur ce livre qui va peut-être surprendre plus d'une personne. Et en tout cas, nos dirigeants devraient peut-être le lire. Mais non, ils ne le liront pas parce que ils sont partis dans un cul-de-sac et voilà, c'est difficile d'admettre qu'on est dans un cul-de-sac. Euh, je suis ingénieur chimiste euh, et j'ai faisais mes études avant le deuxième choc pétrolier de 79 et je suis resté à l'université pour faire un doctorat avec une recherche qui était financée par la Commission européenne pour justement trouver des solutions pour remplacer le pétrole. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les combustibles de synthèse. À l'époque aussi, on les appelait comme ça d'ailleurs. Hein. Il fallait trouver des combustibles de synthèse. Euh, Ce qui m'a permis, après mon doctorat dans ce domaine, de rentrer à la Commission européenne pour gérer cette question des combustibles de synthèse, trouver des remplaçants au pétrole. Les énergies alternatives, ça ne date pas du changement climatique, c'est très vieux. Il va bientôt y avoir 50 ans qu'on parle de cela. Et puis, voilà, je suis rentré à la commission et on s'est rendu compte quelques années après qu'il n'y a pas de problème de pétrole. Il y a tout le pétrole qu'on veut dans le monde. Et donc, on a évolué dans nos politiques, on a fait autre chose et beaucoup plus sur l'environnement. J'ai géré les aspects du changement climatique à la Commission européenne, à la direction énergie, hein, pas à la direction Mhm. environnement. Et puis, voilà, j'ai fait aussi des choses sur enfin, j'ai écrit des directives sur les énergies renouvelables, sur l'efficacité énergétique. Et puis, j'ai terminé ma carrière comme conseiller du directeur général. Donc, je suis resté 36 ans à la Commission européenne, à la direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Mais peut-être ce qui m'a aidé aussi beaucoup dans ma carrière et dans mon positionnement, c'est le fait que j'ai enseigné pendant 18 ans la géopolitique de l'énergie à Ok. l'Université de Bruxelles. Et j'enseigne toujours cette discipline à Londres, mais à Bruxelles, je suis retraité. Euh, Ça me donne une vision globale du monde et plus académique et pas seulement la vision politique de la politique énergétique de l'Union européenne. Oui, donc vous êtes bien placé en tout cas pour pouvoir parler de ces sujets-là. Alors du coup, il y a quelque chose qui est très intéressant. Vous commencez le livre en expliquant qu'une des vocations du livre, hein, donc de l'argumentaire que vous pouvez y développer, c'est, je cite, de montrer que l'utilisation de l'hydrogène pour stocker et ensuite produire de l'électricité, mais aussi comme carburant, ne se fera pas pour des raisons économiques et de sécurité tellement évidentes que l'on reste abasourdi que des chefs de gouvernement européens soient entraînés dans d'aussi ridicules stratégies. Et en plus, ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que, d'ailleurs, vous le mentionnez, Angela Merkel, qui était donc chancelière avant Olaf Scholz,
est physicienne spécialisée en chimie physique, tout comme son époux, et Ursula von der Leyen, qui est médecin. Donc, a priori, elle possède quand même des connaissances sur le sujet aussi. Oui, mais quand on fait de la politique, il faut être politiquement correct, suivre ce que le parti dit et suivre l'opinion publique. La science n'a plus rien à voir là-dedans. Nos dirigeants ne s'inquiètent pas du tout de la science. Ils ne lisent pas. Bon, ce qu'ils font, c'est de la politique, quoi. Donc, ça n'a Ouais. plus rien à voir avec la rationalité. Ben, il suffisait que ces gens-là réfléchissent un peu et demandent des questions à des étudiants de première année en ingénierie, du moins en ingénieur chimiste, disons, ben, on leur donnerait la réponse, quoi. C'est pas, il ne faut pas avoir fait un doctorat pour ça. C'est de la chimie de base. C'est de la chimie Oui. de base qui montre que ça n'a pas de sens. Mais voilà, bon, Alors, la politique, c'est autre chose. alors moi, pour être tout à fait honnête avec vous, alors moi, j'ai pas de, enfin, j'ai une formation physique-chimie au lycée, donc de base, et donc je savais pas exactement comment fonctionnait, c'était quoi concrètement l'hydrogène, etc. Et j'avais besoin de me former sur le sujet. Et c'est comme ça que j'en suis venu en fait à lire votre livre, parce que ben, on entend beaucoup parler dans les médias que l'hydrogène, ça serait une révolution, ça va permettre de se passer des énergies fossiles, de lutter contre le changement climatique, etc. Et donc j'en suis venu à lire votre livre. Et là, je me suis dit, ah oui, d'accord. Alors, en fait, on va un peu droit dans le mur avec les recommandations qui sont faites aujourd'hui. Et j'ai été surpris de me rendre compte que même vous, à la base, au départ, quand vous avez commencé, ben, vous y croyez aussi à l'hydrogène. Et du coup, la question que je vous pose, c'est concrètement, c'est quoi l'hydrogène? C'est quoi une énergie primaire, une énergie finale, ce qui est un vecteur énergétique également? Voilà. Comment on se retrouve dans tout ça? C'est une bonne question, là, pour démarrer. Alors, nous avons besoin d'énergie pour vivre et nous utilisons trois formes d'énergie. Nous utilisons de l'énergie sous forme d'électricité, Mhm, de l'énergie sous forme de carburant pour les transports et de l'énergie pour le chauffage. Chauffage industriel dans les fours, mais également le chauffage domestique et le chauffage pour cuisiner. Donc il y a trois formes d'énergie, électricité, carburant et chauffage. La moins importante de de ces énergies en volume, c'est l'électricité qui ne représente que 22%. Et la plus importante, c'est le thermique, le chauffage, qui représente 50%. Pour produire de l'électricité ou des carburants ou du chauffage, on a besoin de ce qu'on appelle des énergies primaires. C'est ce qu'on trouve dans la nature. Le pétrole, le charbon, le bois, le vent, l'uranium, etc. Ça, ce sont les énergies primaires. Transformer l'énergie primaire en énergie finale s'accompagne toujours d'une perte d'énergie. Grosso modo, on en perd plus que la moitié dans tous ces processus. Et donc, c'est du gros gaspillage de transformer de l'énergie primaire en énergie finale. Mais il n'y a rien à faire. Votre voiture ne fonctionne pas au pétrole. Elle ne fonctionnera pas au pétrole, votre voiture. Elle doit fonctionner à l'essence ou bien au carburant diesel. Et donc, il faut toujours regarder ce qu'est l'énergie primaire. Parce que si vous vous focalisez sur l'énergie finale, vous vous trompez dans ces aspects. Et mhm. d'ailleurs, c'est simple, la question géopolitique de l'énergie, c'est sur l'énergie primaire. Quand on se préoccupe du pétrole d'Arabie Saoudite, c'est l'énergie primaire. Quand on se préoccupe du gaz de Russie, c'est l'énergie primaire, ce n'est pas l'énergie finale. Donc, toute la question internationale, c'est toujours l'énergie euh, primaire. Or, l'hydrogène n'est pas une énergie primaire. L'hydrogène n'est même pas une énergie finale, parce que je vous ai dit, l'énergie finale, c'est chaleur, électricité et carburant. Mhm. Alors, qu'est-ce que c'est l'hydrogène? Ben, l'hydrogène, après on va y revenir sur les aspects plus fondamentaux de l'hydrogène, mais dans le domaine de l'énergie, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on s'est dit, ben, on peut utiliser l'énergie primaire vers une énergie finale en utilisant entre les deux l'hydrogène. Et c'est pour ça on le fait plus aujourd'hui, mais avant la frénésie actuelle, tout le monde parlait de vecteur. On disait que l'hydrogène était un vecteur. Aujourd'hui, on le cache parce qu'on veut faire croire que c'est une énergie.
Et donc, le vecteur, qu'est-ce qu'il signifiait? Ça veut dire que c'est comme un camion, en quelque sorte, qui part de l'énergie finale et qui vous apporte de l'énergie, pardon, de l'énergie primaire à l'énergie finale, avec un transporteur qui serait l'hydrogène. Mhm. Sauf que pour produire de l'hydrogène à partir d'une énergie primaire, ben, ça coûte très cher en énergie. Ça coûte très cher. Et c'est là qu'est le problème, et on cherche des solutions depuis longtemps. Et les solutions, on les connaît. On les connaît depuis longtemps. Mais ça reste cher parce que la chimie ne change pas. La chimie, elle ne changera jamais. Ce qu'on appelle les réactions, les chaleurs de réaction ne changeront jamais. C'est la nature qui est comme ça. Ouais, du coup, d'ailleurs, vous le dites très bien dans le livre, hein. Vous dites aujourd'hui, par ignorance de la science et en particulier de la chimie, hein, puisque c'est un sujet qui a trait à la chimie, on entend et on lit un peu n'importe quoi en matière d'énergie. Donc ça pousse à développer un vecteur énergétique extrêmement cher et extrêmement peu efficient. En tout cas, c'est ce qu'il en ressort du livre et ce qu'il en ressort en fait de la chimie de base. Et pourtant, et il y a une photo qui est assez drôle dans le livre. Alors peut-être que je vais la retrouver, je vais la rechercher en même temps que je vous pose la question de votre réaction à Jérémy. Alors Jérémy Rifkin ou Rifkin, voilà. Je l'ai bien prononcé. Et il donnait un exemple. Donc c'était en 2006, si je me trompe pas, de la société hydrogène. Et vous étiez tous experts, en tout cas dans ce sujet. Vous étiez abasourdis par cette conférence. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi cet engouement vis-à-vis de l'hydrogène? Ben, il y a plusieurs raisons, hein. Tout d'abord, tout le monde connaît l'hydrogène parce que quand on a fait un minimum de chimie, on connaît que l'hydrogène, c'est l'élément le plus léger, le premier du tableau de Mendeleïev. Quand on rentrait dans une classe de chimie, il y avait un grand tableau avec tout au-dessus une case d'hydrogène. Donc tout le monde a entendu parler d'hydrogène. Tout le monde n'a pas entendu parler de l'uranium et d'autres aspects plus compliqués. Euh, Deuxièmement, l'attrait du nouveau. Vous savez, il faut appeler un chat un chat. Hmm. Les gens détestent les pétroliers. C'est simple. Il ne faut pas nier cela. Les gens détestent les pétroliers depuis toujours. C'est vrai. Donc, c'est le symbole du capitalisme, de la réussite des gens. Et donc, les gens détestent les pétroliers. Et dès qu'on D'ailleurs, peut... Pardon? on a l'exemple parfait avec John Rockefeller, d'ailleurs, hein. Les personnes détestent le symbole du capitalisme. On tape sur Pouyanné aujourd'hui parce qu'il gagne beaucoup d'argent. Bon, c'est pas lui qui a inventé le prix du pétrole, je vous signale, hein. C'est clair. Euh, et donc, tous ces gens qui détestent le pétrole voudraient une solution miracle. Et on est parvenu à faire croire que l'hydrogène, c'est le miracle. Et donc, les gens tombent dans le panneau. Mais si vous voulez, on pourrait parler pourquoi c'est pas nouveau, cet hydrogène. Mhm. Il y a aujourd'hui un siècle, un mois et 26 jours, un C'est siècle, un précis. mois et 26 jours, que John Haldane, un professeur à Cambridge, pensant qu'il n'y aurait bientôt plus de charbon au Royaume-Uni, a dit notre industrie a besoin d'une autre solution Mhm. et il a proposé de produire de l'hydrogène à partir d'éoliennes. D'accord. Vous voyez que c'est très vieux cette idée. Il y a plus d'un Ah siècle. ouais. Et elle ressurgit de temps en temps. Les nazis ont pris ça à bras le corps, donc une vingtaine d'années après Haldane. Ils ont pris ça à bras le corps, ils ont dit on va faire de l'hydrogène à partir d'éoliennes. Puis ils ont vite arrêté, ils ont compris que c'était farfelu. Et l'idée est ressortie à la Commission européenne en 1960. Ouais, ça remonte. Voilà. Un physico-chimiste est arrivé à la Commission européenne. Il vit toujours. Il s'appelle Cesare Marchetti. Et c'était le grand boom du nucléaire à l'époque. Mhm. Et la Commission européenne devait gérer le traité Euratom. Et dans le traité Euratom, il y avait la création d'un centre de recherche d'énergie nucléaire. Il a été créé en 1959
à Ispra, près de Varese, en Lombardie. Et il est toujours là, c'est un grand centre de recherche de la Commission européenne. Et M. Cesare Marchette, une personne très intelligente, a dit on va avoir tellement d'énergie nucléaire en Europe, parce que vraiment tout le monde y croyait à l'époque, et il s'est dit c'est ridicule de développer toute la filière nucléaire si ce n'est que pour faire de l'électricité. Je vous ai dit tout à l'heure que l'électricité, c'est la moins importante en volume de nos énergies. Il a dit, et qu'est-ce qu'on fait avec tout le reste, c'est-à-dire avec le transport et le chauffage? Et donc, il a dit, on doit trouver une autre solution que de produire uniquement de l'électricité avec l'énergie nucléaire. Et il a réfléchi et il a dit, ben, on peut transformer l'électricité produite par l'énergie nucléaire en hydrogène. Tous les élèves ont vu leur professeur de chimie produire de l'hydrogène en classe, donc on a dit, ben, pourquoi pas? Et puis, Marquette, avec toute son équipe, et je connais encore des personnes qui sont ici près de chez moi, qui ont travaillé sur ces dossiers, euh, et avec Marquette, et ils ont compris rapidement que ça n'avait pas de sens énergétique. Parce que casser une molécule d'eau, H2O, pour produire de l'hydrogène, demande beaucoup d'énergie. Tant et si bien que l'idée a été rapidement abandonnée. Mais ils sont quand même restés avec l'idée, on va avoir du nucléaire, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et donc, ils en sont venus à une solution qui avait beaucoup de sens, c'est-à-dire, on doit non pas casser la molécule d'eau avec de l'électricité, mais on doit la casser avec de la chaleur. C'est-à-dire que la chaleur va briser la molécule, ça va être beaucoup plus facile que de le faire avec des électrodes et l'électrolyse. Et donc, ils se sont mis à chercher des processus qui pouvaient produire de la température très élevée pour rompre la molécule d'eau. Et ils ont commencé avec ce qu'on a appelé le procédé Mark, avec un K, Mark, et puis ça ne marchait pas, et puis Mark 2, Mark 3, jusque Mark 13. Ah oui. Et puis ils ont dit, bon, ça ne marchait pas. Voilà. Et on a dit non, ça ne marche pas, c'est pas comme ça qu'on doit faire. On doit trouver des nouveaux types de réacteurs nucléaires à haute température qui permettent de briser la molécule d'eau. Et on en est venu en effet à concevoir ce qui aujourd'hui est une solution envisageable, c'est de casser la molécule d'eau avec des nouveaux types de réacteurs nucléaires, des réacteurs qu'on appelle à haute température. Ça peut être avec de l'hélium, ça peut être avec du plomb bismuth. Bref, il faut que ça soit à 750 degrés et pas à 250 degrés comme les réacteurs nucléaires actuels. Et à ce moment-là, la molécule d'eau éclate et vous avez de l'hydrogène. Mais ces réacteurs n'existent pas. On est en train de les préparer. Et donc, vous voyez, la contradiction, c'est que la vraie solution qui a été développée par les chercheurs de la Commission européenne, je faisais partie de cette équipe, hein, euh, on a dit qu'il fallait trouver des nouveaux réacteurs, et puis la Commission européenne dit non, 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 on va faire de l'hydrogène, mais pas de réacteur nucléaire. Donc, voilà la grosse contradiction dans laquelle on se trouve. D'ailleurs, je voudrais signaler qu'en plein boom de la filière nucléaire dans les années 70-80, la France construisait 5 réacteurs par an. C'était énorme. Ah ouais, c'est énorme. Et pendant toute cette période, personne n'a eu l'idée saugrenue de produire de l'hydrogène. Parce qu'on savait que ça n'avait pas de sens. Et du coup, j'ai trouvé, si vous me permettez, je montre votre réaction. La photo de Euh, Rifkin, j'explique, merci de la présenter. Ce qui s'est passé, c'est que notre directeur général de l'époque avait dit on va faire venir M. Rifkin, c'est une vedette, hein, c'est mhm. une vedette qui se fait payer très cher, euh, 20 à 30 000 euros pour une conférence. Hein. Ah ouais. Et donc, il est parvenu à vendre l'idée à tout le monde. Et donc, c'était la mode, quoi. Tout le monde écoutait Rifkin et il est devenu très, très riche grâce à ça, en vendant du rêve. Hein. C'est pour ça que je crois que je l'ai écrit, mais je ne sais pas si je l'ai écrit, mais je vais quand même le dire. C'est un charlatan.
Oui, moi, on l'a compris avec, la manière dont c'est expliqué. De toute façon, avec votre argumentaire, on comprend vite que, généralement, les personnes qui poussent, l'hydrogène, soit elles n'ont pas compris les bases de la chimie, soit, c'est de la malhonnêteté. Bon, après on se fait son point de vue. Mais moi, en tout cas, il y a un comportement paradoxal à mon sens, c'est que alors bien souvent, c'est les mêmes «écologistes» entre guillemets qui s'opposent à la solution technologique ou au nucléaire comme remède, alors au moins partiel, hein, pour le changement climatique. Mais par contre, ces mêmes personnes qui s'opposent au nucléaire déposent en fait tous leurs espoirs, dans l'hydrogène et d'autres solutions plus ou moins farfelues, on va dire, dont pourtant les limites scientifiques sont a priori connues quoi depuis longtemps. Heu et c'est vrai qu'on se dit: «Mais comment ça se fait? Comment on peut arriver à un tel point, de démagogie, d'absurdité?» Je vous pose la question en fait, hein, comment? Mais j'ai pas de réponse, hein. J'ai pas de réponse parce que c'est c'est abracadantesque, comme disait Chirac. C'est invraisemblable, tout simplement. C'est invraisemblable. Dans la version anglaise, je ne l'ai pas mise parce que c'est en français, mais dans la version française, tout à la fin, il y a tout un. J'ai reproduit un article dans la revue des ingénieurs de 1970, quelque chose, l'année, je ne me Oui, souviens plus, qui difficile, est, hein. voilà, merci, c'est assez long, comme vous pouvez le voir, qui explique tout ce qu'on est en train de Ouais. dire aujourd'hui. Et quand on dit qu'on va faire voler des avions avec de l'hydrogène, mais tout ça est déjà dans ce livre. Les voitures à hydrogène, tout ça est dans ce livre. Tout est dans cet article, écrit par un fonctionnaire de la Commission européenne avec qui je travaillais, Guido Beghi. Tout est là. Et il n'y a absolument rien de neuf. Il n'y a vraiment rien de neuf. La chimie n'a pas changé. Les électrolyseurs sont les mêmes. On peut peut-être diminuer le prix parce qu'on va en construire une myriade, mais ça ne changera pas le rendement. Ouais et l'article effectivement date de Je voudrais quand même préciser mmh. que les vrais écologistes n'aiment pas l'hydrogène pour plusieurs raisons. La plus, euh, la plus correcte, je dirais, parce que bon, ils ont tout à fait raison de dire cela, c'est que euh, on ne sait déjà pas produire suffisamment d'électricité pour avoir de l'électricité soi-disant verte, et il faudrait que cette Mmh. électricité serve aussi à produire de l'hydrogène. Et donc, ils ont inventé, le mot n'est pas de moi, ils ont inventé le mot cannibalisation. L'hydrogène va cannibaliser l'électricité verte. Bah oui, une éolienne, elle tourne soit pour faire de l'électricité pour éclairer votre maison et faire fonctionner votre frigo, soit pour produire de l'hydrogène, et pas les deux en même temps. Et donc, si un jour on arrivait à 100% d'électricité verte, les écolos disent on pourrait envisager l'hydrogène. Mais en attendant, ça n'a pas de sens. Et en effet, ça n'a strictement aucun sens. L'autre Oui, raison, c'est parce que, en fait, bon, les écolos ne veulent pas une solution technologique non plus. Leur but, c'est la décroissance. Et pour avoir la décroissance, il ne faut pas de solution. Mais ça, c'est un peu plus politique que purement technologique. ouais, alors c'est exactement une des prochaines questions que je voulais vous poser. Donc deuxième comportement, paradoxal, on va dire, heu, c'est que bien souvent, c'est les mêmes personnes, en fait, qui s'opposent à la solution technologique. Et d'ailleurs dans le livre, j'ai trouvé des passages intéressants et qui m'ont fait penser à un autre livre. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, c'est The Ultimate Resource de Julian Simons. Hem Oui, je connais Simons, et oui, donc en oui. fait, c'est, il a écrit donc 2 livres, hein, super intéressants. Et donc vous parlez aussi du Club de Rome, de la fin du pétrole qui est envisagée par le Club de Rome. Et d'ailleurs pour l'anecdote, en 1968, en fait, Julian Simons, il est aussi connu parce qu'en 1968, il y avait le biologiste Paul Ehrlich qui avait publié, alors c'est, The Population Bomb, donc c'est la bombe P en français, dans laquelle il parlait que la croissance démographique allait provoquer des famines de masse dans les années 70-80, etc., ce qui s'est avéré évidemment faux. Et donc, Paul Ehrlich et Julian Simons
comme Julian Simons était opposé à cette idée-là, a décidé de faire un pari avec Ehrlich, de parier, je crois que c'était 1000 $ ou quelque chose comme ça, quant à l'évolution des prix de certaines matières premières, dont des métaux précieux. Bon, il s'est avéré que Julian Simons avait raison et que Paul Ehrlich avait perdu. Mais voilà, c'est pour l'anecdote, pour les personnes qui sont intéressées. Et du coup, contre ce type de raisonnement, on va dire malthusien, hein, de partir du principe que le fait que la croissance démographique va provoquer des famines, qu'on arrive au pic du pétrole, ce qui est d'ailleurs mis en avant par Jean-Marc Jancovici régulièrement, hein, il parle du pic du pétrole conventionnel, si je ne me trompe pas. Vous dites, plus on innove et plus la réserve augmente. Et donc, elle ne sera jamais épuisée, car avant qu'elle ne le soit, l'innovation aura trouvé une solution. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et qu'est-ce que vous pensez des personnes qui parlent de pic du pétrole et qu'on aurait atteint en fait les limites géologiques, on va dire? Ben, vous avez bien résumé, vous avez tout dit. Que voulez-vous que j'ajoute? Oui, il faut distinguer la notion de ressource et de réserve. La ressource est ce qu'il y a dans la croûte terrestre ou dans l'atmosphère, mais bon, essentiellement la croûte terrestre. Et elle est limitée, puisque la croûte terrestre, il n'y en a qu'une. Donc, en théorie, c'est limité. Mhm. Mais personne ne sait combien de ressources il y a. Personne n'a une baguette magique, une boule de cristal, pour dire combien de pétrole il y a dans la croûte terrestre. Ça n'existe pas. Ce qu'on a fait, c'est des évaluations sur base d'études géologiques à des endroits précis du globe, mais on est loin de connaître toute la surface du globe. Donc, les ressources sont inconnues. Et non seulement elles sont inconnues, elles ne sont pas mesurables. C'est impossible de Mhm. mesurer. Et en plus, ça n'a pas d'importance. Inconnu, non mesurable et sans importance. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce sont les réserves qui n'ont rien à voir avec les ressources. Enfin, ils n'ont rien à voir, je m'explique, c'est deux notions différentes. La réserve est une partie des ressources qui a une valeur marchande. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec la technologie de ce moment-là, une partie des ressources peuvent être transformées en un produit que l'on va vendre. Et cette quantité-là s'appelle une réserve. La réserve, elle dépend donc de la technologie que vous avez à un certain moment Mhm. et du prix que vous allez pouvoir vendre votre produit. Et comme les deux éléments varient, les réserves varient. Aujourd'hui, quand on produit du pétrole ou du gaz, ou même du charbon, on le fait avec des technologies inimaginables il y a quelques années. Notamment tout ce qui se passe en mer avec la production de pétrole et de gaz. Ben, un ingénieur pétrolier d'il y a 20 ans ou 30 ans, on dirait, mais c'est de la science-fiction, ça. Ben oui. Euh, le monde entier évolue en matière de technologie. Regardez l'intelligence artificielle, par exemple, dont on parle de ces jours-ci. Et pourquoi il n'y aurait pas d'évolution dans le monde du pétrole et du gaz ou des mines? Et donc, il y a une révolution extraordinaire dans tout ce domaine de la production pétrolière et gazière qui fait que les réserves augmentent. Mais oui, les réserves augmentent. Non seulement elles augmentent, mais on en découvre de plus en plus ailleurs que dans les endroits où on pensait qu'il y en avait, où on pensait qu'il y avait uniquement là du pétrole. Vous savez, la crise pétrolière des années 70, elle a explosé parce qu'on pensait qu'il y avait du pétrole en majorité dans le Moyen-Orient. Et puis, enfin, Moyen-Orient et pays OPEC, disons. Et puis, on s'est aperçu qu'en fait, il y en a partout. Vous savez, du gaz naturel, il n'y a pas qu'en Russie qu'il y a du gaz naturel. Hein. Il y a du gaz naturel dans tous les continents. Même Israël devient un producteur et un exportateur de gaz. Il ne faut pas demander. Et donc, cette notion de réserve, elle évolue et elle continuera à évoluer. Alors, les gens me rétorquent, oui, mais un jour, il n'y en aura plus. Bah oui, bien sûr, un jour, il n'y en aura plus. Mais on ne sait pas quand. Et personne ne peut dire quand.
Et pour revenir au pic de pétrole, cette théorie s'appuie sur une erreur fondamentale qui est de croire que dans la vie, tout est exponentiel. C'est le contraire. Rien, rien n'est exponentiel dans la vie. Rien dans la nature n'est exponentiel. Tout commence tout doucement, puis monte, et puis se stabilise. C'est comme ça. Prenez la taille d'un bébé qui grandit, et puis elle se stabilise quand il devient adulte. La population, c'est la même chose. Pourquoi la population européenne s'est stabilisée? Ben parce qu'on est arrivé à un maximum. On ne va pas continuer comme ça à croître. Les consommations d'énergie ne vont pas croître continuellement, elles vont se stabiliser, peut-être même diminuer grâce à l'efficacité énergétique. Mhm. Et donc, partir du principe que puisqu'on est dans une pente croissante et tout va être toujours tout droit, mais c'est ridicule, tout simplement, ça n'existe pas. D'ailleurs, la loi qui explique ça, ça s'appelle la loi naturelle de Verhulst. Verhulst, c'était un mathématicien belge, Verhulst avec un H, Mhm. qui a expliqué tout ça. Et donc, là, ça s'appelle la courbe en S ou la courbe de Verhulst. C'est une courbe naturelle. Et donc, il ne faut pas avoir peur de demain parce qu'on va trouver des solutions, bien entendu. Et c'est pas demain qu'il y aura un pic de pétrole. Alors, et du coup, pour revenir à l'hydrogène, bon, on a compris que, a priori, c'était pas non plus ce qui était le plus pertinent, on va dire, pour remplacer en tout cas le pétrole. Mais concrètement, c'est quoi les modes de production, les modes de stockage et surtout, à mon sens, les risques? Parce qu'aujourd'hui, on veut lutter contre la consommation de pétrole puisque c'est, ça pollue, on va dire, hein, pour grosso modo, ça pollue, et donc on veut absolument lutter et ça provoque aussi le réchauffement, le changement climatique. Alors, est-ce que l'hydrogène, c'est la panacée? Oui, non. Et est-ce que les risques sont plus élevés, moins élevés? Comment on se situe par rapport à ça? Chimie industrielle de 1924. Tout est là-dedans. 1924. Avec toutes les explications du coût de la production d'hydrogène à partir des hydrocarbures comme on le faisait en 1924 ou à partir de l'eau avec Mmh. électrolyse. Et les prix donnés dans ce livre de chimie industrielle, je les ai reportés dans le livre que j'ai écrit, et les coûts de l'époque sont un rapport de 1 à 5 ou 1 à 10 par rapport à partir des hydrocarbures qui sont moins chers que l'électricité. Aujourd'hui, c'est la même chose. La chimie n'a pas changé. Si déjà, il y a un siècle, ça n'avait pas de sens de faire de l'électrolyse de l'eau, aujourd'hui, ça n'a pas de sens non plus. C'est pour ça que les 130 millions de tonnes que l'on produit aujourd'hui d'hydrogène sont produits essentiellement à partir d'hydrocarbures, et notamment le gaz naturel. Un des plus grands producteurs d'hydrogène au monde, bah, bien entendu, c'est toujours la Chine, parce que toutes les raisons, mais ensuite, c'est la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie possède énormément de gaz, bon marché, et donc grâce à ce gaz, ils produisent de l'hydrogène, et l'hydrogène est la matière de base pour produire des engrais. D'abord l'ammoniac et puis les engrais. Donc la Russie est un grand exportateur d'engrais grâce à sa production d'hydrogène qui est produite à partir du gaz bon marché. Mais personne ne produit de l'hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que rompre une molécule de méthane coûte une unité d'énergie. Rompre une molécule d'eau pour produire la même quantité d'hydrogène coûte 6,9 fois plus d'énergie. C'est la raison pour laquelle ça ne s'est pas fait. Les gens n'ont pas été idiots pendant un siècle pour dire ben, on aurait dû faire de l'électricité, ça avec de l'électricité. Bien sûr que non. Si c'est fait avec du gaz naturel, c'est parce que c'est moins cher. C'est évident. Et ça ne Alors, changera jamais. est-ce que du Et, coup, et donc, nos
l'hydrogène continuera à être produit avec du méthane, bien entendu. Alors du coup, est-ce que ça veut dire que nos décideurs, après nous avoir rendus dépendants du gaz russe, voudraient nous rendre dépendants de l'hydrogène russe? Mais oui, oui, mais c'était ce que l'Allemagne était en train de préparer. L'Allemagne était en train de préparer avec Gazprom la transmission d'hydrogène dans le gazoduc Nord Stream. Ils voulaient importer de l'hydrogène mélangé avec le gaz naturel dans le pipeline du Nord Stream. C'était une politique forte de l'Allemagne, bien entendu. Bon, maintenant tout ça est tombé à l'eau, mais pas l'hydrogène. L'hydrogène reste encore une solution voulue par l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui impose ça. Hein. C'est pas les fonctionnaires européens qui ont inventé cette Mmh. idiotie. Ce sont les Allemands qui l'ont imposé à Bah, Madame von alors der Leyen et à la Commission européenne. un argument entre guillemets qu'on pourrait nous donner et j'essaye d'anticiper un petit peu les commentaires qu'il pourrait avoir sous la vidéo, c'est, bah, dans ce cas-là, on n'a qu'à, on en a parlé précédemment, mais on pourrait peut-être le développer un peu plus. On n'a qu'à récupérer, l'excès, de production électrique, éolien, on va dire, ou solaire, pour, procéder à l'électrolyse de l'eau et le stocker sous forme d'hydrogène. Oui, mais c'est comme ça que l'aventure a commencé. Hein. Euh, les Allemands ont un sérieux problème. Ils ont construit tellement d'éoliennes que parfois il y a de l'électricité de trop, Mmh. la nuit ou bien les week-ends. Et donc il y a trop d'électricité éolienne et ils ne savent pas quoi faire. Mais l'électricité éolienne, il faut l'évacuer. Et donc actuellement, ils la vendent gratuitement. Enfin, non, pas gratuitement, ils payent. Aujourd'hui, quand il y a trop d'électricité, le système électrique allemand paye des industriels pour prendre l'électricité. Évidemment, comme dans la vie, rien n'est gratuit. Quand l'industrie prend de l'électricité et qu'elle gagne de l'argent, en fait, c'est le consommateur qui paye, bien entendu. Donc, le consommateur allemand paye cher pour que des industriels aient de l'électricité gratuite de temps en temps. Et donc, il va aller trouver une solution. Et ils se sont dit, mais l'excès d'électricité, nous allons en faire de l'hydrogène, nous allons le stocker, et puis nous allons reproduire de l'électricité lorsqu'il n'y aura pas de vent. Et donc, ils ont commencé à développer la filière. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué qu'ils n'en parlent plus beaucoup. Pourquoi ils n'en parlent plus beaucoup? Parce qu'ils ont quand même fait quelques calculs. Alors, le rendement d'une électrolyse, aujourd'hui, c'est 65-66%. Mmh. Le maximum théorique que permet la théorie de l'électrochimie, c'est 75%. OK. Ça ne peut pas aller au-delà. Et donc, aujourd'hui, et c'est envisageable vers 2050. Aujourd'hui, c'est 66% et pas 75%. Donc, vous perdez déjà une grosse partie. Ensuite, vous devez stocker avec des compresseurs, maintenir, etc. Ça, vous perdez un peu, pas beaucoup, mais on perd un peu. Puis, votre hydrogène, pour en faire de l'électricité, on le fait dans une pile à combustible, une fuel cell. Mais le rendement de la fuel cell, que j'ai eu le privilège de gérer, hein, j'ai été le gestionnaire des gros projets de démonstration, surtout en Allemagne, sur les piles à combustible, euh, le rendement est de 50%. Ouais. Donc, quand vous mettez un rendement multiplié par un autre rendement, multiplié par un autre rendement, vous arrivez à 28%. Donc, entre votre électricité et votre électricité, vous finissez à 28%. C'est pas fort intelligent, n'est-ce pas, comme rendement. Mais c'est pire que ça. Exactement. L'histoire Et n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie parce que une éolienne en Europe ne produit que pendant 23% du temps. Le vent ne souffle pas tout le temps. Donc, ça en si moyenne, si je me trompe l'éolienne pas, ne vous produit que 23% du si je me trompe pas, vous me corrigez, hein, si je me trompe, c'est ce qu'on appelle le facteur de charge, hein, c'est ça?
Bravo, bravo. Le facteur de charge moyen en Europe, éolienne en mer et éolienne en terre, en moyenne, sur la base des chiffres de Mhm. Eurostat, c'est 23% pour l'éolien et 11% pour le solaire. Donc tous ces beaux panneaux solaires que vous voyez partout, ça ne produit que 11% du temps, hein. La nuit, ça existe, hein, pour ceux qui l'auraient oublié. Et donc, quand vous combinez ce 23% du temps qui est produit, c'est-à-dire que pendant 77% du temps, vous devez avoir quand même autre chose, donc vous devez stocker de l'hydrogène pour qu'il puisse fonctionner pendant 77% du temps. Je vais passer les calculs, hein, mais ils sont dans le livre. Ben, il vous faut non pas une éolienne, mais 13 éoliennes. Si vous voulez stocker de l'électricité produite à partir de l'éolienne, il faut 13 éoliennes. C'est farfelu, quoi. Ouais, totalement, Farfelu. hein. Et c'est pour ça que l'Allemagne n'insiste plus tellement là-dessus, puisqu'elle dit qu'ils vont importer de l'hydrogène d'Afrique. Et là, on Ouais. change de problème, hein. Ils espèrent que l'Afrique va qu'ils vont pouvoir aller coloniser l'Afrique pour produire de l'hydrogène chez eux, pour que les voitures à Berlin fonctionnent à l'hydrogène. Ouais, on est quand même face à des, stratégies entre guillemets, de politique énergétique un peu débiles, excusez-moi du terme, et ce qui me semble encore plus débile et d'ailleurs vous le mettez bien en avant dans le livre, c'est de faire de l'hydrogène avec du gaz pour ensuite brûler, cet hydrogène, donc avec des déperditions énormes et finalement on se retrouve avec, une énergie, très, très chère et très, très peu, efficiente, quoi. Et concernant le oui, dites-moi? Oui, tout ça parce que vous avez bien mis le doigt sur le problème au début, parce que l'hydrogène n'est pas une énergie. L'hydrogène n'est pas une énergie. Il faut de l'énergie pour produire de l'hydrogène. Et donc, Exactement. forcément, on part mal. Et du coup, par rapport au risque, de stocker l'hydrogène, ça, qu'est-ce qu'on peut, en penser, heu, concernant ce sujet? Un autre problème, hein. Non seulement on ne saura pas en produire de manière compétitive par rapport au méthane, mais en plus, il y a pas d'utilisation finale de l'hydrogène. Les avions à hydrogène, ça ne va pas exister, c'est extrêmement dangereux, et puis on ne sait pas comment liquéfier l'hydrogène pour qu'il y ait suffisamment de volume. On ne sait pas le transporter facilement, c'est extrêmement dangereux, très compliqué. D'ailleurs, dans le livre, j'ai mis une photo d'un camion qui transporte de l'hydrogène pour bien montrer que c'est tout à fait particulier, ce mode de transport. Et donc, il n'y a pas d'utilisation. Et c'est un produit explosif, fugace, tellement il est léger, hein, c'est le premier des éléments atomiques. Donc, il est tout petit, très fugace, et il y a des fuites partout. Et donc, voilà, ça ne se maîtrise pas pour monsieur tout le monde. Bien entendu, l'industrie le fait. Je vous ai dit, on produit 130 millions de tonnes. Donc, l'industrie le fait, mais avec des conditions de contrôle industriel. Et on ne met pas ça dans les mains de tout le monde. C'est un produit dangereux, l'hydrogène. Mmh. C'est là la photo, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Un camion de l'air liquide, je crois, qui transporte Oui. de l'hydrogène. Oui, parce que l'hydrogène, c'est un vieux produit, hein. Je vous ai montré le livre de chimie industrielle, hein. C'est vieux l'hydrogène. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Alors du coup, est-ce que, on pourrait nous dire, bah, dans ce cas-là, on peut espérer aussi que la technologie, trouve une solution au problème de l'hydrogène? Qu'est-ce que vous pourriez y répondre à ce type d'argument? Ben, la technologie ne changera pas les réactions chimiques. Donc, vous allez Merci. toujours finir avec un produit qui est beaucoup plus cher que l'hydrogène produit à partir du méthane. Sauf si on parvient à développer des réacteurs de nouvelle génération, génération 4, qui Mmh. pourraient, eux, produire de la chaleur à haute température, et donc on a toute l'eau qu'on veut dans le monde, et puis craquer thermiquement l'eau. Mais encore, le problème ne serait pas résolu, parce que
il restera dangereux, même qu'il soit produit avec le nucléaire, ça ne changera rien à sa dangerosité. Donc il faudra trouver des moyens qui n'existent pas aujourd'hui pour pouvoir l'utiliser. Donc on est loin. C'est pour ça que c'est un peu le problème de l'œuf et de la poule, quoi. On est en train de vouloir imposer une société hydrogène alors qu'on ne sait même pas encore le produire. L'autre dit oui, mais si on a des solutions, on va le produire. Mais non, il faut d'abord tenir compte de la réalité de la physico-chimie et puis voir comment on pourra utiliser l'hydrogène peut-être un jour. Mais on est loin de tout ça, on est très loin. Et donc, ce qui est choquant, c'est de voir qu'on présente ça comme une solution industrielle. Qu'on fasse de la recherche, bah, moi j'en ai fait dans l'hydrogène, j'ai fait de la recherche dans l'hydrogène. C'est normal qu'on fasse de la recherche, dans tous les domaines d'ailleurs. Il ne faut jamais fermer la porte à de la recherche. Mais ici, il ne s'agit plus de recherche, il s'agit d'imposer des solutions qui ne fonctionnent pas. D'ailleurs, vous disiez, alors je ne sais pas si c'est un ami à vous qui expliquait que c'était extrêmement, enfin c'était une molécule très difficile à manipuler, bien pire que le chlore, bien pire que le chlore si je dis pas de bêtises, C'est ça. et que c'est extrêmement dangereux puisque explosif. Mon ami Enrico, qui travaillait chez Solvay, et qui a travaillé dans tous ces appareils pour produire le chlore, pour toute la pétrochimie et en particulier pour les PVC. Et donc voilà, il manipulait l'hydrogène et c'était extrêmement dangereux, très compliqué en effet. Je trouve que vous avez bien. Bah, je prends toujours des notes, hein, je plie les pages, je surligne, vous voyez, regardez, c'est un brouillon, hein. En principe, tous mes livres sont des brouillons, hein. Le but, c'est d'apprendre. Donc, quand il y a des connaissances et que c'est pas l'idéologie, on va dire, qui guide l'écriture et l'argumentaire, et que bah, c'est la science et qu'il y a des calculs et que c'est bien illustré, bon, bah, le but, c'est d'apprendre. Et du coup, moi, ce qui m'a surpris, et ce qui me surprend encore aujourd'hui, hein, c'est que parfois, je peux avoir des conversations avec des personnes qui se disent écologistes, entre guillemets, donc qui appliquent le principe de précaution vis-à-vis du nucléaire, bien souvent, malheureusement. Je ne sais pas pour quelle raison, on va dire. Par contre, dans le cas de l'hydrogène, là, on bafoue complètement le principe de précaution. C'est-à-dire que pour le nucléaire, qui est quand même une énergie qui aujourd'hui est hyper contrôlée, c'est pas comme si on avait des accidents tous les jours, etc. On applique le principe de précaution. Quand c'est le cas de l'hydrogène, comme vous le dites, c'est quand même quelque chose de très vieux et dont on sait que c'est dangereux. Ben là, le principe de précaution, il disparaît. Oui, vous avez raison. Et il n'y a pas que seulement sur l'hydrogène, hein. Euh, C'est parce que le principe de précaution, c'est un instrument de politique, tout simplement, pour infléchir d'un côté ou de l'autre certaines politiques. Et donc, voilà, on a peur de ce qu'on veut bien avoir peur, ou plutôt on a Mhm. peur de ce qu'on veut faire croire aux gens d'avoir peur, quoi, hein. Et donc, ici, c'est le cas, bien entendu. C'est dangereux. Une voiture à hydrogène, c'est dangereux. Et donc dire que voilà, bon, la précaution c'est uniquement le climat, ben oui, c'est de la politique, ça n'a plus rien à voir avec la Mm. rationalité. Du coup, la question que je vous pose, compte tenu de ce qu'on vient de dire, pour vous, c'est quoi le futur de la transition énergétique, entre guillemets? Aïe, 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 aïe. Je vais être politiquement incorrect, les gens vont arrêter l'émission. Moi, je pense que le futur, c'est de revenir à ce qui était le futur il y a 20 ans. Mhm. Le futur, il y a 20 ans, c'était les énergies fossiles et le nucléaire et un peu de renouvelable. Et je prétends que c'est ce qui se passe actuellement dans le monde. L'Union européenne est une niche. Il ne faut pas croire que les gens font ce que fait l'Europe. Je vous ai dit que j'enseignais la géopolitique de l'énergie. Et donc, je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde. Mhm. Et ce qui se passe dans le monde, c'est exactement le contraire de ce qui se passe à Bruxelles et Strasbourg. Le monde est en train de se développer à fond dans les énergies de pétrole, de gaz, de charbon.
et les nouvelles filières nucléaires. Et donc, c'est ça qui va continuer. Ça va continuer comme avant, parce qu'il n'y a pas de solution. Vous savez, les 3%, ça reste 3%. Supposons que l'on soit euh, très, très doué, très volontaire, qu'on réduise nos demandes de consommation d'énergie par la sobriété et qu'on on multiplie par 3, triplé, les émissions, la production d'énergie renouvelable. Je rappelle qu'on est arrivé à 3% en 50 ans. Hein. On a fait 3%. Les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, c'est 3% de l'énergie primaire. Il nous a Mmh. fallu 50 ans pour faire ça. Supposons que maintenant on devient des génies et que dans quelques années, on va multiplier par 3. 3 fois 3, 9. Maintenant, on est vraiment mieux que ça. 4 fois. 3 fois 4, 12. Allez, je vous concède. On va faire 5 fois mieux. Multiplier par 5. 3 fois 5, 15. Qu'est-ce qu'on fait avec les 95% restants? Les 85% restants. C'est ça le Ouais. défi. Le défi, il est là. Aujourd'hui, l'énergie fossile représente 81% de la demande en énergie mondiale. Et dans le passé, c'était 82%. Et le Ça a pas gâteau beaucoup est en train diminué, quoi. d'augmenter. Donc, on en consomme de plus en plus et on consomme de plus en plus d'énergie fossile. D'ailleurs, c'est intéressant si vous avez une seconde pour que je l'explique. Entre 2011 et 2021, on a augmenté la quantité d'énergie, puisque le monde s'est développé, et cette augmentation est due pour 20% à l'éolien et au solaire, et 80% pour ce que j'appelle les énergies conventionnelles, c'est-à-dire fossiles, hydrauliques, hydroélectricité Mmh. et nucléaire, ce qui existait avant la frénésie. Donc, l'augmentation de la consommation d'énergie a été satisfaite pour 80% par des énergies conventionnelles. Ce qui veut dire que le gouffre, en valeur absolue, qu'il y avait entre les énergies éoliennes et solaires ne se résorbe pas, mais au contraire, il augmente, puisque les énergies conventionnelles augmentent plus, 5 fois plus que les énergies renouvelables, modernes. Et donc voilà, la solution, elle est là. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et comme il n'y a pas, s'il y avait eu une baguette magique, ben, on n'en serait pas à 3%, on serait peut-être à 40 ou 30% ou 20% même. On est toujours à 3. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Et du coup, vous, votre opinion par rapport aux enjeux, géopolitiques, et au niveau énergétique aujourd'hui, hein, avec les sanctions notamment, vis-à-vis contre la Russie, avec le conflit en Ukraine et cetera. Comment vous voyez un petit peu le futur par rapport au fait que, hem, on impose des sanctions sur des ressources qui sont, tout simplement indispensables pour le bon fonctionnement de notre économie, tout simplement, hein? Ben, il faut répéter ce qu'on a dit tout au début. Les énergies sont abondantes. Et le gaz, en particulier, se retrouve dans tous les continents. Il y a du gaz, Mmh. beaucoup de gaz. Mais il manque d'infrastructures pour le produire, pour le transporter et pour le recevoir. C'est là notre problème. On peut très bien se passer du gaz russe, vous savez. C'est pas un problème. Mais il fallait avoir construit des infrastructures pour ça. Il fallait avoir une vision plus large qu'on a eue. Quelle était la vision avant la guerre? Ben, c'est de dire il n'y a pas d'avenir pour le pétrole et le gaz, on n'en a pas besoin. Donc on arrête tous les investissements. D'ailleurs, le Parlement européen a interdit à la Commission européenne de donner des crédits aux infrastructures gazières. Interdit.
Ben oui, bon, on se retrouve dans des problèmes, quoi. Si, si les Chinois avaient fait la même chose que nous, ils auraient eu des ennuis, mais eux, ils n'ont pas fait. Ils ont construit les infrastructures. Ils ont 28 terminaux gaziers sur toute la mer de Chine. Voilà, donc ils ont construit un gazoduc qui vient de l'Ouzbékistan. Ils ont fait le nécessaire pour se diversifier. Nous, pas. On a dit on arrête tout parce qu'on n'aura plus besoin de gaz. Demain, tout sera vert et donc on n'a plus besoin de ça. C'est surtout Ouais, l'Allemagne qui a suivi cette politique, bien entendu, et nous a entraînés. Nous payons tous les erreurs de l'Allemagne. Hein. c'est sûr. Il y a Ah ben, un seul prix dans toute l'Europe, et forcément, le prix a explosé à cause de l'Allemagne, et donc nous payons tous. Quand les gens se plaignent de leur facture d'électricité, ils doivent se plaindre avec l'Allemagne. ouais, puis la volonté de fermer les centrales nucléaires, de fermer les champs de gaz, notamment, je crois que c'est aux Pays-Bas. Donc on se dit, bon, comment ils comptent bah, maintenir une consommation énergétique suffisante en fermant tout et en se rendant dépendant de pays tiers et en voulant développer de l'hydrogène, quoi. Bon. C'est abracadabrantesque. Oui, bon, on verra ce que le futur nous réserve. En tout cas, je vous remercie. Juste avant de terminer, j'ai l'habitude de demander à chaque fois une citation, qui vous inspire et qui pourrait inspirer les personnes qui nous regardent et une recommandation de 3 livres en rapport un petit peu avec ce qu'on a vu et même le thème de l'énergie vu que vous êtes professeur, donc ça peut être toujours, intéressant. Alors, vous avez énormément de livres, vous avez écrit énormément de livres, donc ici, hein, on les voit. Euh, pour les personnes intéressées, évidemment celui-là qui est indispensable à mon sens, l'Utopie hydrogène. Mais est-ce que vous avez 3 autres livres à nous recommander? Euh, oui, euh, je voudrais recommander le livre de Drieux Godefriedi, un philosophe qui s'intéresse à la marche du monde, philosophe et juriste de la Sorbonne. Euh, L'écologie, euh, nouveau totalitarisme, l'écologie, nouveau totalitarisme. Ce livre est un petit livre qui a énormément de succès. Il est traduit maintenant en anglais, en allemand, en portugais, en espagnol et j'oublie encore en néerlandais. Euh, il explique pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec une, une frénésie verte qui conduit à ce qu'on vient de dire. Le deuxième livre que je voudrais recommander, c'est celui de Jean-Paul Houry, un épistémologue français, qui a écrit un livre, Greta a tué Einstein, où il montre que euh, l'idéologie des jeunes et l'idéologie verte euh, a mis de côté la science. Et Mmh. c'est préoccupant parce que voilà, ce qu'on vient de dire avec l'hydrogène, c'est en dehors de tout sens scientifique. Mais tout se tient dans ce monde. Et le troisième, c'est un livre récent de Stephen Conin, qui est un ancien ministre de l'administration Obama. C'était le sous-secrétaire d'État à la science de Obama. Il a écrit un livre en anglais qui s'appelle Unsettled. Euh, Mmh. en français, je ne me souviens plus exactement du titre, mais il est récent. Euh, je crois que ah ben oui, je l'ai ici. La part d'incertitude. Climat, la part d'incertitude. Voilà, je l'ai. La part d'incertitude. Qu'est-ce qu'il dit dans ce livre? C'est que la société de physique des États-Unis lui a demandé son avis de faire un rapport sur le changement climatique parce qu'il était agnostique. Il ne s'occupait pas de ça. C'était un physicien qui s'occupait de modèles. Il a été un des premiers modélisateurs. Mmh. Et comme il avait travaillé pour Obama, la société de physique lui a dit, mais est-ce que tu pourrais pas nous faire un rapport sur le GIEC?
Et il a étudié, il est parti d'une feuille blanche, il a étudié et il s'est rendu compte qu'entre ce que dit le GIEC et ce que l'on pense, il y a un gouffre. Et le rapport de milliers de pages du GIEC est un rapport avec énormément de prudence, de conditionnel, d'hypothèses. Et c'est pour ça que, bon, le titre en français, euh, la part d'incertitude, il y a beaucoup d'incertitudes dans le rapport du GIEC. Mais puis, ce qu'en font les médias et le politique, et Greta, par exemple, ben, c'est dire, voilà, c'est fait, c'est comme ça, c'est une catastrophe qui arrive. Mais ce n'est pas le discours du GIEC. Euh, donc, si on prend son temps pour étudier tout cela, on, Steve Conine ne nie pas le changement climatique, mais il dit il n'y a pas de catastrophe. On va pouvoir régler cela. Et même s'il y a une augmentation très forte de la Oui, c'est température, vrai. on va pouvoir le régler. Oui, ça sort un petit peu du discours, traditionnel de, «On est foutu, on n'y peut rien si on fait pas ça dans les 2 années qui arrivent», et cetera, et cetera. Vous savez, j'ai grandi dans un milieu ouvrier, populaire. Mon père était mineur. Mmh. Et donc, j'ai vécu avec des gens qui étaient non pas pauvres, parce que bon, tout le monde travaillait et donc ils avaient de l'argent, mais c'était un milieu démuni. On n'avait rien, quoi. Hein. Mais on mangeait bien. Déjà dans les années 50, on mangeait bien. Et il commençait à avoir des soins de santé. Mais c'est rien à voir avec la société actuelle. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Un développement extraordinaire, non seulement de la qualité de vie, mais de l'espérance de vie. À l'époque, on mourait à 40 ans, 50 ans. Moi, j'ai connu aucun de mes quatre grands-parents. Tous morts jeunes. Parce qu'on mourait, parce qu'il n'y avait pas de soins de santé, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Et donc, vouloir dire tout va mal, mais c'est nier la réalité. Et ça, c'est Totalement. préoccupant, c'est triste. C'est triste de nier la réalité parce que, d'ailleurs, je vous invite et j'invite la communauté à lire les rapports de l'Agence européenne de l'environnement. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence européenne de l'environnement qui va vous montrer avec des chiffres qu'on vit de mieux en mieux avec un environnement de plus en plus propre. Et donc, on a changé la réalité en un dogme qui est faux, tout simplement. Euh, euh, où fait-il mieux vivre, à Kinshasa ou à Paris? C'est clair. Voilà, la pollution, elle est dans les pays pauvres et pas dans les pays riches. Hein. D'ailleurs, Et il il y faut a un continuer à ex faire de la recherche. Et c'est pour ça, totalement. je veux donner un message positif. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de scientifiques, on a besoin de mathématiciens, on a besoin de biologistes, parce que la population augmente et il faut trouver de plus en plus d'innovations pour apporter du bien-être à toute la population. Et ça ne viendra pas en suivant Greta Thunberg, ça viendra en allant étudier et étudier les livres comme vous l'avez fait. Il faut retourner sur les bancs d'école et étudier, bien entendu. D'ailleurs, il y a un excellent livre qui parle un petit peu de cette vision pessimiste qu'on a, notamment dans les pays occidentaux, tout va mal, et cetera, et qui contre un petit peu, qui contredit ces croyances-là, et qui donne une autre vision de la réalité au travers de statistiques et de chiffres, hein. C'est quelque chose qui se base sur des sources, quoi. Et c'est Factfulness de Hans Rosling. Alors, je ne sais pas si vous l'avez lu, en tout cas, c'est le combat de toute une vie d'un monsieur qui est décédé malheureusement en 2017. Le livre est excellent. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre et ça donne une autre vision de la réalité. Et on se dit, bon, ok, tout n'est pas, tout n'est pas parfait. Il ne faut pas faire Candide non plus. Pour autant, on va vers le mieux. On a tendance à s'améliorer et on est en tout cas bien mieux. On vit bien mieux que ce que nos ancêtres avaient pu vivre, quoi. Donc je vous rejoins totalement sur ce que vous disiez. Pour terminer, une citation, s'il vous plaît. Oui, je l'ai mise dans un livre, mais je ne sais plus lequel, une citation de Lampedusa euh, dans Le Guépard. Le livre Le Guépard, c'est un très beau film d'ailleurs avec Alain Delon. C'est l'histoire de la noblesse sicilienne
à la fin du 19e siècle. Et euh, la phrase est pour que, il faut que tout change pour que rien ne change. Il Je faut crois que que c'est tout sur, change pour que rien ne ouais. change. Et c'est un peu ça qu'on vit aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'il faut que tout change pour que rien ne change, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont continuer à vendre du charbon, hein. On n'en a pas parlé, mais le charbon, Et ouais. il est là dans le Voilà. livre, hein. Ouais. Ça me souvient pas. Ouais. Tout doit changer Relis-le pour parce que moi je l'ai dit de mémoire. tout doit changer pour que tout reste pareil. Voilà. C'est un peu ça qui se passe à notre insu. Totalement. Bah, écoutez, je vous remercie. Tommaso di Lampedusa. Tommaso di Lampedusa. C'est ça. C'est un très beau roman, hein, qui montre comment était la bourgeoisie sicilienne, hein, parce que bon, avant la mafia, il y avait une bourgeoisie qui fonctionnait très bien en Sicile et voilà, qui voulait garder les pouvoirs, évidemment. Écoutez, je vous remercie pour cette citation. Je vous remercie pour votre intervention et d'avoir accepté mon invitation. Encore une fois, je mettrai évidemment le lien en description. Pour les personnes qui croient, dans l'hydrogène, vous allez casser un petit peu, des espoirs malheureusement ou heureusement plutôt. Mais en tout cas, je vous remercie et je vous souhaite, Mon message est positif, hein, moi je suis positif et faut pas paniquer, quoi. Il y a plein de solutions. totalement. Il faut pas paniquer, bien entendu. Je signale qu'il existe aussi en anglais ce livre pour ceux qui. Très bien. Bah, pour les personnes intéressées, anglophones qui souhaitent le lire en anglais. C'est quoi le titre en anglais du coup? The Hydrogen Illusion. Le mot utopie n'a pas le même sens en anglais. OK, Et donc, j'ai mis illusion. très bien. Ben je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir à tous Au les revoir. auditeurs. Au revoir.